pour notre deuxième intervention de la part de l'ADEME, on voit bien que tous les secteurs d'activité sont amenés à s'adapter à des prix de l'énergie qui sont instables. Et quand on sait que le prix de l'énergie peut représenter jusqu'à 40% des coûts de production dans des systèmes de production horticole et maraîcher, et que par ailleurs, face à l'évolution du climat, il nous faut réduire absolument ces émissions de gaz à effet de serre, c'est dire l'importance des défis qui sont à relever. Donc, pour cette deuxième intervention, agriculture et horticulture, quelle perspective énergétique? J'invite donc Jérôme Mousset, ingénieur en chef du service agriculture forêt à la direction production et énergie durable de l'ADEME, et qui sera assisté par Marc Bardinal, ingénieur énergie dans ce même service, qui est en charge de l'animation du secteur agriculture et de l'énergie en agriculture. Donc ça recouvre les économies d'énergie sur le machinisme, bâtiment d'élevage, serre et énergie renouvelable. Et sur la biomasse agricole avec la méthanisation et puis aussi de la prospective. Donc vous voyez que c'est assez large. Donc c'est Jérôme Mousset qui commence donc. Vous, je pense que vous allez voilà, intervenir l'un après l'autre, peut-être. Oui, tout à fait, on intervient. Donc, on va faire une intervention à deux voix. Je vais vous donner un peu des éléments de cadrage au début, et puis Marc interviendra plus spécifiquement sur les questions agricoles. Peut-être en un mot préciser, si vous ne connaissez pas l'ADEME, donc c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies, donc un établissement public sous tutelle du ministère de l'écologie et de la recherche. Et donc moi j'ai en charge le service agriculture et forêt. Dans notre mode d'action, on a différentes missions. L'une d'entre elles concerne l'amélioration des connaissances à travers le financement de projets de recherche, d'études. On a une deuxième mission qui porte sur le transfert des connaissances vers les utilisateurs. Et puis aussi, on intervient dans une troisième type de mission sur l'aide à la réalisation de projets sur le terrain, c'est-à-dire carrément de l'aide à l'investissement auprès d'exploitations agricoles. Et donc pour ça, on a ici à Angers, c'est le siège de l'ADEME, et vous avez une direction par région, mais je pense que vous les connaissez. Dernier mot, dans notre mode de fonctionnement, notamment avec le monde agricole, on a vraiment une stratégie de partenariat, et on travaille beaucoup avec les organismes agricoles et notamment tous les instituts techniques, les coopératives, les organismes de développement. C'est vraiment notre mode de fonctionnement, c'est la synergie le plus possible. Et j'en rejoins à ce que vous disiez en introduction tout à l'heure. Nos missions en ce moment, c'est vraiment faire converger l'environnement et l'économie. C'est deux sujets qui ne peuvent pas se dissocier, et on est condamné à les marier. Voilà, alors l'énergie, en quelques mots, c'est effectivement une question qui est centrale pour les années à venir, parce que vous le savez, à l'échelle mondiale, la consommation d'énergie ne cesse d'augmenter, et elle s'appuie sur des ressources qui sont pour la plupart non renouvelables. Si elle augmente, il y a deux phénomènes. D'abord, c'est l'évolution démographique. On a doublé de population en 50 ans, et plus on est nombreux sur la planète, plus on consomme de l'énergie. Et le deuxième phénomène, c'est l'évolution économique de chaque pays. C'est que, avec le développement économique, chaque habitant a tendance à consommer de plus en plus d'énergie. Et du coup, on est obligé, pour les années à venir, d'envisager des changements importants. Et je fais le lien avec l'exposé précédent. On a besoin de prospectives pour regarder comment on peut relever ces défis ensemble. Alors, une première diapositive ici qui montre la situation donc, de la dépendance de la France aux consommations d'énergie. Et là, vous avez tout simplement sur ce graphique-là la facture énergétique par type d'énergie de la France. Et on voit donc les premiers pics de facture énergétique là, dans les années 70, après une période stable après 85 jusque dans les années 2000, et depuis les années 2000, une augmentation régulière de la facture énergétique de la France.
qui est monté à environ 70 milliards d'euros et qui est un élément majeur du déficit commercial de la France. Donc c'est une question qui est fondamentale pour la stabilité économique de notre pays, à la fois parce qu'elle augmente régulièrement, mais en même temps parce qu'on a de plus en plus de pics et de fluctuations. Et ça, on sait que dans les années à venir, ça va se poursuivre. Ce qui est vrai pour le pays est vrai pour les entreprises, d'où la nécessité d'essayer de maîtriser au mieux cette consommation d'énergie et cette dépendance aux énergies. Si on regarde maintenant la consommation d'énergie de la France par secteur, ce qu'on peut voir ici sur ce graphique-là, c'est qu'on a une augmentation régulière de la consommation d'énergie jusque dans les années 2000. En ce moment, on est plutôt sur des phases de stabilisation à hauteur de 155 millions de TEP. Alors les TEP, ce sont des tonnes d'équivalent pétrole qui représentent à peu près, une TEP, c'est à peu près 1200 litres de fuel pour avoir un point de repère. Les grands secteurs consommateurs d'énergie, vous les avez, c'est le résidentiel, donc tout ce qui est bâtiment, avec le chauffage, le transport, bien sûr, et l'industrie. L'agriculture, ici, c'est la petite courbe, alors je ne sais pas quelle couleur que c'est, un gris, enfin là où vous avez un rond. C'est la part agricole qui est finalement assez faible en termes de consommation d'énergie, parce qu'on est autour de 2-3% au niveau national. On a l'habitude de dire que finalement, pour nous, l'agriculture, ce n'est pas un problème pour l'énergie, parce que finalement, on ne consomme pas beaucoup. Par contre, on va le voir tout à l'heure, notamment avec ce que va dire Marc, c'est que l'énergie est un problème pour l'agriculture, notamment pour des raisons économiques. On ne peut parler d'énergie sans parler aussi des questions du changement climatique et donc des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce graphique-là représente... Alors, il y a une animation. Ah oui, voilà. Ce graphique-là représente donc les différents types d'émissions qu'on a au niveau national. Je pense qu'il y a deux catégories qui sont importantes de distinguer. On a sur la gauche, vous avez des émissions du CO2, donc du gaz carbonique, qui est donc des émissions d'origine énergétique. Et ce sont les principales émissions que nous avons, bien sûr, en France. Dans ces cas-là, la question de la maîtrise de l'énergie est liée à la maîtrise du climat. On a une synergie totale entre ces deux enjeux-là. Et ça va concerner essentiellement le secteur du transport, du résidentiel et de l'industrie, où, si on simplifie, d'une manière générale pour ce secteur-là, la question du changement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, revient à une question énergétique. Sur les questions agricoles, la situation est différente parce que vous avez donc en orange d'autres émissions qui interviennent, donc des émissions qui sont en particulier le protoxyde d'azote, le N2O, qui vient de la fertilisation azotée, soit minérale ou organique, et émissions de méthane qui vient essentiellement de l'élevage ou de milieux humides. En France, c'est plutôt l'élevage, donc fermentation thermique ou stockage des effluents. Ces deux gaz-là proviennent de cycles naturels. On est dans le cycle naturel, le cycle du carbone et le cycle de l'azote. Et on a ici un enjeu de lutte contre le changement climatique qui est ici différent des enjeux énergétiques. Et donc, il faut essayer de le prendre en compte, de le maîtriser au mieux pour réduire nos impacts. L'autre spécificité du monde agricole sur ces questions changement climatique, c'est la troisième flèche, c'est que le secteur agricole est, avec le secteur forestier, le seul qui a la capacité à stocker du carbone, que ce soit dans la biomasse, à travers aérienne, les arbres notamment, ou dans le sol. Et les quantités de carbone sont très importantes, puisque la quantité de carbone contenue dans le sol est aussi importante que celle dans l'atmosphère, et toute variation de ces stocks de carbone dans les sols ou dans la biomasse va générer des flux sur les gaz à effet de serre qu'il faut prendre en compte dans la construction de nos stratégies. D'où la nécessité d'avoir ici des démarches spécifiques dédiées au secteur agricole qui vont intégrer donc, ces cycles naturels et cette question du stockage du carbone. Alors si on avance un petit peu donc, dans la perspective, je dirais qu'on a un cadrage un peu général et politique qui a été fait et qui est tout le temps en évolution, mais qu'on peut rappeler. C'était le paquet énergie-climat avec la règle des 3 x 20 que vous devez connaître,
qui s'est traduit pour la France avec 3 objectifs à l'horizon 2020. Donc c'est 20% d'énergie renouvelable, 20% d'économie d'énergie, il faut que je dise là, 20% d'économie d'énergie, 23% d'énergie renouvelable en 2020 et moins 14% de gaz à effet de serre en 2020. Donc 2020, c'est demain, hein, c'est dans 6 ans. Donc on voit des enjeux qui sont ambitieux et importants. Et puis, si on regarde la feuille de route un peu plus loin, on a aussi un cadrage à l'horizon 2050 qui nous donne un petit peu, je dirais, la feuille de route hein, pour les années à venir aussi, ce qu'on appelle le facteur 4. Et ça, c'est inscrit dans la loi française. Il y a un objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Donc on voit quand on regarde ce cadrage général, l'important d'anticiper pour tous les secteurs, parce que tout le monde est concerné. Ces objectifs-là ne peuvent être atteints que si on a un effort de chaque secteur d'activité. Et l'exposé précédent, je trouve, illustre bien cette nécessité d'anticiper pour voir comment chaque secteur peut contribuer à ces objectifs nationaux. Je précise aussi que ces horizons 2020, 2050, 2050, ça peut paraître loin. Quand on fait le parallèle avec la durée d'investissement d'une entreprise, hein, quand on investit, c'est pour 15, 20 ans, voire plus. Hein, dans 20 ans, on sera déjà dans ces horizons-là. Et donc tous les investissements qu'on peut faire aujourd'hui, les orientations actuelles, doivent essayer d'intégrer au mieux ces objectifs-là. Alors, on a essayé donc du coup aussi de regarder comment on pouvait les atteindre et de faire ces exercices prospectifs pour les enjeux qu'on porte à l'ADEME, donc l'énergie et les gaz à effet de serre. Et là, vous avez très rapidement des résultats de ces scénarios-là que nous avons construits à 2 horizons, 2030 et 2050. 2030, on a eu un exercice qui était plus, on va dire, une orientation, un prolongement des politiques actuelles dans une logique de ce qu'on pourrait appeler le souhaitable, c'est-à-dire dans une idée de politique ambitieuse. Et à gauche, on a eu une approche plus normative, où on s'est posé la question comment on peut faire pour atteindre le facteur 4 qui est inscrit dans la loi. Et ce qu'on peut regarder dans ce graphique-là, c'est qu'il y a 2 phénomènes qui sont nécessaires. C'est en bleu, vous avez une nécessaire diminution de la consommation d'énergie nationale, d'environ divisé par 2 à l'horizon 2050. Et en rouge, vous avez le développement nécessaire aussi des énergies renouvelables. Ce qui est important de voir là, déjà il y a un message positif, c'est que dans nos scénarios, à travers des technologies connues actuelles, on arrive à atteindre les objectifs fixés. Sous certaines conditions, dans l'hypothèse, on a des politiques ambitieuses et adaptées. Le point aussi important, c'est qu'on voit bien que pour atteindre ces objectifs-là, les énergies renouvelables ne suffisent pas à relever le défi seules. On est obligé aussi de travailler à l'économie d'énergie. On a des fois un peu tendance à penser qu'avec les énergies renouvelables, c'est bon, il n'y a plus de problème. On ne peut pas y arriver, vous voyez ici les courbes, sans un effort nécessaire aussi dans l'économie d'énergie. Et on a toujours tendance à dire, nous à l'ADEME, la priorité avant les énergies renouvelables, c'est l'économie d'énergie. Et puis, ce qui ressort aussi de ces stratégies-là, c'est que pour atteindre ces objectifs-là, on a 2 types d'évolutions qui sont nécessaires. Des évolutions qui sont d'ordre technique, technologique. Je prends par exemple sur l'évolution des moteurs, de voitures ou autres. On peut travailler aussi sur l'amélioration des serres, par exemple. Mais on a aussi besoin de faire évoluer les modes de consommation, notamment par exemple le mode de déplacement urbain, etc. On a toujours ces 2 alternatives, évolution technique et mode de vie, mode de consommation. Et puis dans ces scénarios-là, et après je passe la parole à Marc, on a aussi des messages qui nous semblent aussi positifs, et on voit aussi un rôle croissant du secteur agricole et forestier dans ces questions énergétiques, avec une contribution de plus importante de la biomasse pour produire ces énergies renouvelables. Vous voyez ici qu'en 2010, on a à peu près 10 millions de TEP d'énergie d'origine biomasse, et l'idée à l'horizon 2050, c'est de multiplier par 3 cette production d'énergie d'origine biomasse. La biomasse, en 2050, pourrait représenter plus de 30% de la consommation d'énergie totale. Donc la biomasse devient un enjeu stratégique des questions d'énergie. On va passer donc maintenant au secteur agricole. Marc ?
Effectivement, bonjour à tous. Donc déjà, mon intervention va se concentrer sur les consommations énergétiques du secteur agricole. Et après, j'essaierai de faire un plus focus sur les consommations énergétiques, mais dans le domaine des serres. Donc serres, c'est souvent associé horticulture et maraîchage. Donc il y a souvent des chiffres communs. Comme l'a dit Jérôme, en fait, la consommation énergétique du secteur agricole, c'est 2,5%, moins de 3% de la consommation française. Donc ce n'est pas important. Mais par contre, la spécificité du secteur agricole, on n'est pas uniquement sur la combustion d'énergie fossile ou d'électricité, on est également sur deux types d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie directe, donc qui peut se comparer effectivement à cette consommation d'énergie fossile et d'électricité, mais également à l'énergie indirecte. Et ça, c'est vraiment la particularité du monde agricole. Et qu'est-ce qu'on appelle l'énergie indirecte ? Donc c'est l'énergie nécessaire à la fabrication et au transport des intrants en agriculture. Donc les intrants, vous savez tout ce que c'est, c'est essentiellement la fertilisation, c'est l'alimentation animale, c'est le machinisme agricole et c'est également les bâtiments. Donc ça, c'est vraiment un point important pour appréhender la problématique de l'énergie dans le secteur agricole. Pour revenir à l'énergie directe, donc les 3% d'énergie, ça représente à peu près 4 millions de tonnes équivalent pétrole, qui sont répartis ainsi. 78%, c'est des produits pétroliers, donc c'est essentiellement du fuel pour les engins agricoles et les tracteurs, avec un peu de chauffage également. Donc voilà la part importante des produits pétroliers. Donc ces produits pétroliers, leur prix est forcément indexé sur le prix du baril de pétrole, donc plus le baril de pétrole augmente, plus la facture énergétique pour l'agriculture va être importante. Après, le deuxième poste important, c'est l'électricité. On le retrouve essentiellement sur l'élevage laitier, dans les blocs de traite et les salles de traite. Et effectivement aussi en élevage hors sol, la ventilation des bâtiments d'élevage, notamment l'élevage porcin. Et le dernier poste important, c'est le gaz naturel, avec 7% des consommations énergétiques, et qui correspond surtout au chauffage des serres et des bâtiments d'élevage également. Voilà un peu cette répartition en matière d'énergie. Là, après, on fera un peu plus le focus entre énergie directe et énergie indirecte. Et la conclusion, en fait, c'est que la facture énergétique de l'agriculture française équivaut à 50% d'énergie directe et 50% d'énergie indirecte. Donc, dans vos efforts pour réduire votre consommation énergétique, ne jamais sous-estimer cette partie d'énergie indirecte. Alors les chiffres précédents, on les revoit sur la partie droite du camembert. Donc tout ce qui est produits pétroliers, si on prend la totalité de la consommation énergétique du monde agricole, on est à 31%. Pour l'électricité, on est un peu moins de 11%. Et pour le gaz naturel, on est à 8%. Ça, c'est l'énergie directe, avec une petite part du camembert infime, qui correspond à autres, et qui correspond essentiellement aux énergies renouvelables, et notamment à la biomasse. Et la part des énergies indirectes, qui représente également 50% de ces consommations, donc à 32%, c'est la fertilisation. Donc c'est les engrais azotés, le phosphate et le potassium, qui engendrent ces consommations d'énergie indirecte pour leur fabrication, notamment pour la fabrication des engrais azotés qui nécessitent des consommations énergétiques importantes. Après, le deuxième poste, à 7,6%, c'est la fabrication et la construction des matériels agricoles, qui n'est pas négligeable non plus. Vous avez l'alimentation des animaux d'élevage, donc pour moins de 7%, et les produits phytosanitaires qui ont un impact énergétique un peu plus faible, au niveau de 4%. Donc l'objectif de réduire la dépendance énergétique de l'agriculture française, c'est vraiment de travailler sur l'ensemble de ces postes de consommation énergétique et pas de travailler uniquement sur la consommation d'énergie directe. Là, en 2011, on avait fait réaliser une étude par le but prestataire ICAR, en fait, sur la dépendance de l'agriculture française à l'évolution du prix de l'énergie. Et vous voyez donc l'évolution du prix de l'énergie est constante depuis la fin des années 2000, essentiellement. Et on a essayé d'étudier cette répartition par rapport aux différents postes évoqués précédemment. Et c'est là où on voit en fait que la répartition est la même, qu'au niveau de la facture énergétique comme au niveau des consommations énergétiques, la moitié de l'énergie consommée en agriculture vient de l'énergie indirecte. Donc encore l'idée de travailler sur les différents postes et notamment sur cette consommation d'énergie indirecte. Après, vous voyez le deuxième poste, c'est encore les engrais. Les aliments du bétail prennent de plus en plus de poids et de manière un peu plus anecdotique, vous avez les produits phytosanitaires et les travaux par tiers. Voilà un peu cette logique-là, sachant que cette courbe reprend également la courbe de la facture énergétique française. Vous voyez les mêmes similitudes en matière d'augmentation, et cette augmentation n'est pas près de s'arrêter dans les prochaines années.
Toujours dans la même étude, on s'était amusé à étudier la différence entre secteurs d'activité et orientation technico-économique des exploitations agricoles. Et c'est là qu'on voit que, au niveau de quelle est l'orientation qui consomme le plus, c'est les grandes cultures de manière totale, puisqu'elles consomment sur les 4 millions de TEP, elles en consomment plus d'1,2 million de TEP. Donc c'est vraiment les grandes cultures. Mais à l'opposé, on s'aperçoit que les cultures permanentes, l'arboriculture, la viticulture et l'horticulture maraîchage consomment très peu d'énergie globalement par rapport à ces 4 millions de TEP. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est par rapport à la dépendance énergétique, donc le coût économique par rapport à cette facture énergétique. Et là, on s'aperçoit que l'horticulture et le maraîchage est dépendant à 25%. Les charges d'exploitation sont dépendantes à 25% des factures énergétiques. Donc là, vous voyez que sur ce graphique, l'horticulture et le maraîchage ont une situation bien particulière et économiquement, l'importance de réduire les consommations énergétiques. Alors, des chiffres qui datent un peu là, par contre, c'est une étude sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les serres qu'on avait menée en 2007 sur les données de 2005. Donc, déjà, je pense qu'il y avait une grande variabilité parmi ces chiffres. Uniquement sur les serres, donc on était à 160 kWh par mètre carré d'énergie consommée. On pouvait aller à 70 kWh dans certaines serres, on pouvait monter à plus de 250 dans d'autres. Donc il y avait déjà une grande variabilité par région, tout simplement, parce que forcément le climat de chacune des régions est différent. Par type de production, les deux besoins en température ne sont pas les mêmes suivant les productions, et forcément par rapport aux tailles des entreprises, parce qu'il y a toujours une logique d'économie d'échelle qui joue aussi sur ces consommations énergétiques. Donc l'énergie consommée de manière plus importante, c'est le gaz naturel, le fioul et le propane. Donc le gaz naturel, ça représente à peu près 40% des consommations dans les serres. Et pour arriver au total, c'est le chiffre qu'on a vu précédemment sur le graphique. Donc c'était en TEP sur le graphique précédent, là c'est en TWh, donc de 2 TWh ou 170 kTEP pour le domaine des serres. Alors dans l'étude de la référentielle, c'était 1300 hectares de serres chauffées, domaine horticulture et maraîchage confondus. Et là, on retrouve le même graphique que précédemment, mais sur l'OTEX horticulture et maraîchage, et on voit l'importance de l'énergie directe au niveau de la facture énergétique sur ces orientations technico-économiques, où là, l'énergie directe, donc essentiellement pour le chauffage des serres, représente 85% du coût énergétique des exploitations. Donc là, vraiment, un focus essentiel à faire sur l'énergie directe, même s'il ne faut toujours pas négliger les autres consommations d'énergie indirecte. Là, il y a des efforts à faire, notamment sur le chauffage des serres. Il reste à peu près 5 minutes, 5-7 minutes. Donc je vais passer très vite en fait, sur les deux différentes politiques. On aurait pu rajouter 2005, la loi de programmation des orientations énergétiques françaises, avec la mise en place du système de certificats d'économie d'énergie. Donc le Grenelle aussi, une politique a été mise en place avec le plan de performance énergétique, le plan EMAS sur l'azote et la méthanisation de cette année, et les débats sur la transition énergétique qui sont encore en cours pour 2013 pour rédiger la future loi qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Et on a déjà parlé des travaux de prospectif, donc on aurait pu rajouter les travaux de prospectif de France Agrimaire également à des horizons 2030 et 2050. Alors, comment faire des économies d'énergie? Alors, la méthodologie est assez simple pour les serres. Elle reprend essentiellement celle des bâtiments, avec la logique toujours réfléchir avant d'agir. Donc, l'importance du diagnostic énergétique. Pour faire la similitude par rapport à l'aspect bâtiment, quand vous parlez avec vos voisins ou avec vos amis, j'ai fait des travaux d'économie d'énergie, j'ai remplacé mon simple vitrage par du double vitrage. Oui, c'est super intéressant, mais là, si on avait fait un diagnostic avant, notamment technico-économique, on se serait aperçu que le double vitrage a un temps de retour de 40 ans. Donc, grosso modo, ce n'est pas forcément l'opération la plus pertinente économiquement pour réaliser ces travaux d'économie d'énergie. Donc, toujours dans la logique de bien réfléchir avant d'agir, le diagnostic est obligatoire. Et je crois que ça a été repris dans les aides de France Agrimaire, l'obligation du diagnostic énergétique avant de passer à l'investissement. Deuxième point important pour faire écho à ce qu'avait dit Jérôme, la priorité des priorités, c'est les économies d'énergie. Donc d'abord passer aux investissements d'efficacité énergétique avant de réfléchir à la mise en place d'énergies renouvelables qui arrivent dans un second temps. Et également l'importance des études, l'importance de manière générale des outils d'aide à la décision, surtout pour bien dimensionner les équipements d'énergie renouvelable.
Je pense notamment aux chaudières biomasse. Donc vous avez quelques exemplaires de cette revue qu'on a éditée il y a 2-3 ans pour vous aider à mettre des chaufferies biomasse dans vos serres, avec des points cruciaux à étudier, notamment c'est la main-d'œuvre nécessaire à ces équipements et le stockage des plaquettes forestières qui peut prendre de la place et perturber le fonctionnement d'une exploitation agricole. Et après, vous avez les différentes énergies renouvelables, biomasse, géothermie, méthanisation. Et pour tout ce qui est séchage, donc vous avez également le solaire thermique à étudier. Je passerai rapidement sur les politiques de soutien en cours. Ces politiques de soutien, depuis quelques années, ont fortement évolué dans le sens de la consommation énergétique. Donc il y a les aides de France Agrimaire, il y a les certificats d'économie d'énergie dont je vais parler très très rapidement tout de suite, et après il y a les aides de l'ADEME, donc on peut vous soutenir sur vos projets. Depuis 10 ans on a apporté à peu près 5 millions d'aides représentant 25 millions d'euros d'investissement, et par contre c'est au cas par cas, donc il faut que vous alliez voir les directions régionales pour présenter votre projet, pour savoir si elles sont susceptibles de les intéresser. Voilà un peu au niveau des outils. Les certificats d'économie d'énergie, j'espère que vous en avez tous entendu parler. Donc c'est un système un peu révolutionnaire qui oblige les fournisseurs d'énergie à vendre des économies d'énergie et non pas de l'énergie. Donc là, psychologiquement, c'est quand même assez innovant. Concernant l'agriculture, il y a 27 mesures dans le dernier arrêté qui est sorti en novembre. Et donc là, vous voyez des techniques que vous connaissez certainement. C'est le ballon de stockage d'eau chaude de type open buffer. C'est l'ordinateur aussi climatique avec des modules d'intégration de température. Donc au niveau agricole, il faut savoir que c'est le domaine des serres qui est le plus impacté par ces certificats d'économie d'énergie et qui en a le plus engendré. Donc, grosso modo, je crois que c'est 99% des certificats en 2012 qui avaient été engendrés par les investissements dans les serres, et avec des opérations un peu intéressantes, puisque notamment, je prends l'exemple du ballon de stockage d'eau chaude, vous pouvez avoir 25% de votre investissement financé par ce système-là. Après, voilà, une fois qu'on a étudié les solutions technologiques, il faut se projeter sur du long terme avec cette logique d'innovation. Alors, classiquement, on parle beaucoup d'innovation technologique. Il y a encore des projets. L'ADEME, sur ces dernières années, a donné à peu près 1,5 million à différents programmes de recherche-développement auprès des instituts techniques. Donc, par exemple, pour le CTIFL, c'était les serres à capteurs d'énergie. Mais on a financé également des thèses sur la modélisation du climat dans les serres. Donc ça, c'est vraiment des innovations technologiques, mais on s'aperçoit, et ça a déjà été évoqué, que pour atteindre les objectifs nationaux, il faudra forcément réfléchir à d'autres innovations. La technologie va atteindre des limites par moment, et il faut réfléchir à des innovations plutôt organisationnelles et sur les systèmes de culture. Donc organisationnel, notamment, nous, toujours sur une approche très énergétique, on a toute cette énergie fatale qui est perdue, qui sert surtout à chauffer les petits oiseaux. Donc l'exemple le plus frappant, c'est le refroidissement des centrales nucléaires, ces grands panaches de fumée. En fait, c'est vraiment de la chaleur qui est dissipée et qui ne sert à rien. Mais dans l'industrie, et notamment avec le développement de la méthanisation en agriculture, il y a de la chaleur qui se perd et qui pourrait être beaucoup mieux valorisée. Et donc l'idée maintenant, c'est plus d'installer une serre parce que on a notre siège d'exploitation juste à côté. C'est peut-être de réfléchir où on va mettre la serre par rapport à ces sources d'énergie qui se perdent, pour éviter ce gaspillage, notamment avec des coûts qui seront fortement plus intéressants que si on achetait de l'énergie fossile. Et puis après, il y a l'innovation dans les systèmes de culture. Ça, c'est travailler plutôt sur les variétés, sur les itinéraires techniques. Donc je pense qu'il y a déjà pas mal de réflexions qui sont faites à ce niveau-là pour savoir quels sont les niveaux de résistance de chacune des variétés de plantes, à quel degré de température et comment on peut faire des économies à ce niveau-là. Et donc en conclusion, je ne rappellerai pas que l'énergie et le changement climatique, c'est des enjeux stratégiques majeurs pour toute la société. On a peu évoqué le terme d'adaptation, mais je pense que ça viendra, puisque dans les prochaines années, le climat va évoluer. Et donc il va falloir s'adapter à ces modifications climatiques. Ça, c'est vraiment un enjeu stratégique majeur sur du court terme, moyen et long terme. Sur court terme, donc, il y a cette logique de compétitivité des structures agricoles. Donc forcément, plus on maîtrisera les coûts d'une exploitation agricole, et notamment les coûts énergétiques pour la gestion des serres, plus on améliorera la performance économique et environnementale du domaine horticole, de l'horticulture et du maraîchage. Et toujours d'avoir une réflexion à deux niveaux. Le court terme, plutôt pour avoir une approche très technologique et diffuser déjà des technologies innovantes qu'on maîtrise bien, et une approche à plus long terme pour avoir une vision beaucoup plus prospective et essayer, je crois que c'est peut-être le terme qu'il va falloir utiliser, s'adapter au mieux aux différentes évolutions technico-économiques et climatiques qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Voilà, merci beaucoup.
Merci Monsieur Mousset, merci Monsieur Bardinal. Merci aussi de faire votre conclusion sur la relation et l'intérêt que vous avez évidemment au scénario prospectif qui nous ramène à la première intervention. Et je salue Françoise Bruyère qui quitte la salle. J'ai trouvé intéressant l'intervention qui permet quand même de resituer un petit peu les choses. On voit que c'est plus un problème qui concerne la compétitivité des entreprises qu'un problème global de société, puisque l'agriculture ne représente qu'une très faible part de la consommation d'énergie finale. Même si on voit bien qu'on ne peut pas négliger le fait que sa consommation d'énergie directe est égale à la consommation d'énergie indirecte, et qu'il y a par ailleurs une très forte dépendance de l'agriculture de ces énergies primaires, donc importées, et que tout particulièrement là dans le secteur de l'horticulture et du maraîchage. C'est intéressant aussi que votre intervention propose des pistes à court terme et long terme de réduction de la dépendance des agricultures à l'énergie à travers les politiques de soutien sur lesquelles vous êtes passé rapidement, mais qui ont été mentionnées, soutien et aide. On a bien compris par ailleurs que les enjeux portent sur chacun, donc là pour les entreprises, sur chacun des postes de consommation, et que ça va du tracteur jusqu'à la fertilisation azotée. Et là, il y a encore pas mal de progrès à faire. Et puis, je note aussi l'importance du diagnostic que vous avez évoqué et qui est très stratégique quand on veut faire des choix qui soient les plus optimisés et les moins coûteux vis-à-vis du résultat qu'on peut en attendre. Merci. Donc, on laisse place tout de suite aux questions de la salle. Oh, il y en a beaucoup. Hein, il y en a par là-haut. Aurélie avait repéré le premier doigt qui se levait, là. Christophe Pinard du ministère de l'Agriculture, plus précisément de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. Une question pour Monsieur Mousset. Vous avez évoqué la règle des 3 x 20, notamment l'objectif de diminution de 20% de la consommation d'énergie en 2020 par rapport à 2005, si j'ai bien compris. On est aujourd'hui en 2014, c'est-à-dire au-delà de la moitié de la période. Ma question est très simple. Où en est-on et quelle analyse faites-vous? Alors, je ne saurais pas vous dire exactement où on en est. Ce que je sais, c'est que le compte n'y est pas encore. D'où le débat aujourd'hui. L'un des mécanismes pour atteindre cette économie d'énergie en place, c'est notamment ce que c'était Marc, c'est les certificats d'économie d'énergie. Et donc là, il y a eu une nouvelle vague de certificats d'économie d'énergie qui vient d'être lancée avec des objectifs encore plus ambitieux pour atteindre ces moins 20%. Je ne peux pas vous dire où nous en sommes aujourd'hui, mais voilà, on n'est pas encore tout à fait. Oui, peut-être une précision. Alors, effectivement, par rapport aux chiffres de ces moins 20%, c'est pas trop se situer encore. Il faudrait faire quelques calculs. Par contre, il y a des tendances lourdes qu'on voit aussi sur les émissions de gaz à effet de serre ces dernières années. C'est-à-dire que le domaine des transports et du bâtiment, les émissions continuent d'augmenter et les consommations énergétiques aussi. Par contre, dans une approche plutôt économique, l'industrie et l'agriculture ont tendance à voir leur consommation énergétique diminuer. Mais bon, pour l'industrie, ça s'explique assez facilement par la désindustrialisation de notre pays, quoi. Oui, allez-y. Bonjour messieurs, Pierre Averchil, horticulteur, avec des serres à chauffer. Je voulais vous faire réagir par rapport aux citoyens que je suis, que j'essaye d'être. J'ai tout à fait adhéré au Grenelle de l'environnement et aux perspectives qu'on avait définies pour notre pays. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, les gaz de schiste aux États-Unis et au Canada, le charbon en Chine et en Allemagne,
J'ai l'impression que la France risque d'être le cocu du monde au niveau énergie. Je voulais savoir quelle est votre position à ce niveau-là. Non, pour répondre à la question, pour moi, je pense que, bien au contraire, à l'ADEME, on est convaincu que ce qu'on disait, l'environnement se marie avec l'économie. Et en ce sens-là, c'est plutôt anticiper ce qui va se passer dans les années à venir que d'essayer de préparer les entreprises à moins de dépendance à l'énergie. Je pense vraiment que c'est un enjeu qui est gagnant-gagnant. On l'a vu dans les analyses économiques qu'on a pu faire sur les systèmes agricoles, hein, où on a 20-25%, et vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des moyennes, ça peut monter à 40% des coûts de production, l'énergie. Essayer de maîtriser cette consommation d'énergie, c'est au contraire essayer d'être plus compétitif pour les années à venir. Et puis je dirais, nous, en tant qu'ADEME, on est une agence qui est là pour mettre en place les politiques publiques. Et voilà, et aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi. L'enjeu maintenant, c'est qu'on travaille ensemble pour regarder comment on peut relever ce défi-là, quoi. Voilà. Jean-Pierre Bouvra-Bernier de l'ITEPMAI, pour caler un peu la dimension prospective du coût de l'énergie. On en était, me semble-t-il, dans des scénarios d'accroissement très sensible du coût de l'énergie, et notamment à travers le prix du baril de pétrole. J'aimerais que vous nous disiez en quoi ces scénarios sont aujourd'hui toujours maintenus sur des accroissements très importants de ce prix, et en quoi l'exploitation des gaz de schiste bouleverse éventuellement ces scénarios. Oui, c'est très difficile. Effectivement, ça a été la surprise de ces dernières années. C'était l'impact du gaz de schiste sur l'économie énergétique mondiale. Donc, effectivement, pour l'instant, ça a un impact à court terme, mais je vais peut-être revenir sur ce schéma. Non, c'est pas très net. Non. Dans l'étude sur l'analyse économique, en fait, on avait fait une prospective à l'horizon 2020. Et en s'appuyant sur tous les modèles économiques qui avaient été développés, notamment par l'Agence internationale de l'énergie, et on s'était aperçu qu'ils annonçaient une chute du prix de l'énergie entre 2015 et 2016. Donc on arrive dans ces années-là. Alors je ne sais pas comment il a expliqué comment ces agences, et notamment l'Agence internationale de l'énergie et ces économistes, a analysé une baisse des prix de l'énergie dans les 2-3 prochaines années. C'est clair que sur du court terme, il y a un impact gaz de schiste qui n'est pas négligeable. Mais après, voilà, c'est la logique court terme, long terme. Et on n'a peut-être pas évoqué assez l'impact de l'énergie, mais ça fluctue énormément d'une année sur l'autre aussi, par rapport aux raisons climatiques, par rapport à des systèmes d'exploitation. Et donc, on peut avoir des prix de l'énergie très faibles, mais qui peuvent remonter très rapidement aussi. Donc c'est le pic de 2008, par exemple, qui a fait pas mal de mal à l'économie mondiale. Et donc ça peut revenir. Donc il faut avoir quand même cette vision sur du long terme du prix de l'énergie. Et là-dessus, alors vous pouvez avoir les discours de nos grands énergéticiens, EDF, GDF. Quoi qu'il arrive, ils annoncent et Total qui annoncent des augmentations du prix de l'énergie. Ça c'est clair, et tous les économistes sont d'accord là-dessus, sur du moyen-long terme, par contre. Après, par rapport au gaz de schiste, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on exploite le gaz de schiste maintenant et pourquoi on ne l'a pas fait avant. Tout simplement parce qu'en matière de rentabilité, avec un prix du baril à ce niveau-là, c'est plus intéressant d'exploiter le gaz de schiste maintenant qu'il y a quelques années. Parce que c'est le prix de l'énergie qui a favorisé le développement du gaz de schiste aussi. Voilà. Bon, mais on peut. Enfin, Pierre Berchil a bien raison aussi d'évoquer le charbon, puisque le charbon est désormais passé comme la première source d'énergie depuis un mois ou deux avec la Chine. Un des gros consommateurs et qui a des réserves très importantes. Donc il s'installe quand même une centrale à charbon par semaine. Donc gaz de schiste et charbon aujourd'hui sont dans le même panier. Mais pour revenir sur ce contexte international, en fait, alors il faut savoir qu'on est déjà là quand même sur un cycle de conférences importantes pour le programme après Kyoto. Donc je crois que c'est 2015 à Paris, il va y avoir une grande conférence internationale.
On est sur des enjeux géopolitiques. Bon, je ne ferai pas un résumé qui sont énormes. Par contre, au niveau local, il faut savoir, par exemple, qu'il y a plus d'Américains engagés dans des programmes et de réduction des consommations énergétiques que de Français. Parce que même si au niveau national, les États-Unis ont une position très anti-économie d'énergie, au niveau local, les grandes villes, je pense à Los Angeles, voilà, il y a quelques grandes villes et quelques grands États qui ont décidé de vraiment mettre en place des politiques ambitieuses d'économie d'énergie ou de développement d'énergie renouvelable. Et, pareil, en Chine, il y a des Chines qui sont annoncées zéro carbone, par exemple. Alors après, je ne suis pas rentré dans le détail pour savoir comment elle fonctionne, mais on sent qu'il y a quand même une émulation. Et puis après, il y a le contexte climatique qui font que les grands phénomènes climatiques qui bouleversent un peu l'économie mondiale, ils en sont conscients aussi. Donc on peut imaginer que les choses bougent aussi. Je pense que c'est important effectivement d'avoir ces deux notions en tête. C'est qu'effectivement, on a des ressources nouvelles comme les gaz de schiste qui permettent de voir un peu plus long terme sur les ressources. Et comme le dit Marc, ce qu'on sait, c'est que ça va être très fluctuant les prix d'énergie, donc ça peut fragiliser les entreprises. Mais ne pas oublier qu'indépendamment de ça, il y a toujours la question du changement climatique qui est essentielle. Et que quand on regarde les ressources disponibles, malheureusement, on ne peut pas se permettre de tout consommer, toutes ces réserves d'énergie et les mettre dans l'atmosphère au risque de dérégler le climat de manière incontrôlable. L'enjeu, c'est bien d'essayer de limiter à 2 degrés le réchauffement. Voilà. Et ça veut dire diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Peut-être expliquer pourquoi il faut diviser par 4 les émissions nationales, mais les émissions des pays les plus industrialisés. C'est pour éviter l'augmentation de plus de 2 degrés de la température moyenne de la planète. Et pourquoi 2 degrés ? Parce que c'est les climatologues et les économistes qui travaillent au sein du GIEC qui ont estimé qu'à partir de cette augmentation de plus de 2 degrés, toutes nos sociétés pourraient être fortement perturbées. Et qui dit société perturbée, dit des problèmes de stabilité, de sécurité, donc que pourrait engendrer le changement climatique. Donc, et depuis de mémoire, je crois que c'est 60% du PIB français qui dépend du climat. Il y a l'agriculture et la forêt qui sont les premiers concernés, mais il y a également toute l'industrie du tourisme aussi qui pourrait être impactée par ces changements climatiques. Bien, merci, Monsieur Mousset, merci, Monsieur.